Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe GDR et député communiste à l'Assemblée nationale. Vous faites partie des parlementaires qui se sont battus pour que, dès le 28 avril, le débat sur le traçage numérique lié au Covid-19 donne bien lieu à un vote des députés. Alors expliquez-nous, dans un premier temps, comment ce vote et ces discussions se sont mises en place à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, le gouvernement avait l'idée d'ailleurs qu'il n'y ait aucun débat, dans la mesure que ça, c'est l'application de la réglementation en vigueur, ça n'exigeait pas effectivement de débat à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y avait pas de changement de loi, c'était la mise en œuvre dans le cadre d'un règlement existant. Donc il a fallu d'abord obtenir un débat. J'ai porté avec d'autres présidents de groupe cette parole-là à la conférence des présidents qui a lieu tous les mardis matins. Ça a été relayé aussi au niveau politique par nos porte-paroles et par de nombreuses organisations politiques, si bien qu'il a fallu que le gouvernement accepte qu'il y ait un débat. Ça a été la première bataille, si on peut dire. Ensuite, la deuxième étape, c'est faire que ce débat aboutisse à un vote. Parce qu'en fait, on n'a même pas un texte, puisqu'il n'y a pas de texte à voter. Donc le gouvernement va faire une déclaration, on aura ensuite une intervention à partir de cette déclaration du gouvernement, ce qui concerne les petits groupes, comme le groupe de la gauche démocrate et républicaine et les députés communistes, on va disposer de 10 minutes. Les groupes plus importants ont un temps de parole plus important. Mais on n'est pas sur un texte qu'on peut modifier, sur lequel on pourrait agir. Et on a réussi à obtenir qu'il y ait un vote du gouvernement. C'était de la décision du gouvernement en application de l'article 50-1 de la Constitution, où il y a donc déclaration, prise de parole et vote des députés. Alors ce texte sera voté, mais sans possibilité d'être amendé. Oui, il va absolument pas être amendé. On fait chacun une intervention. D'ailleurs, le président du groupe de La République En Marche estimait, j'ai relevé ses paroles, que ce vote n'apporterait rien de plus au débat. Il ne tenait d'ailleurs pas à ce qu'il y ait un vote, parce qu'y compris dans la majorité actuelle, des voix s'élèvent contre les atteintes aux libertés que ça peut engendrer, voire l'inefficacité de ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc ça a été déjà un débat au sein de la majorité, mais au final, on a donc obtenu d'une part le débat, et ensuite on a obtenu le vote pour qu'on puisse s'exprimer en toute transparence. Chacun prendra ses responsabilités. Alors, pour revenir sur le traçage, le projet de ce texte lié au traçage numérique, en effet, une application nommée Stop Covid, en cours de développement, pourrait établir une liste de tous les smartphones détectés par le Bluetooth. On nous explique que cette liste ne contiendrait aucun nom, mais des identifiants numériques aléatoires afin de protéger la vie privée des utilisateurs. Ces identifiants seraient conservés pendant 14 jours, le temps estimé d'incubation pour une infection au Covid-19. Et si un utilisateur est infecté, il devrait alors signaler à l'application qui alertera à son tour tous ceux qui ont son identifiant en mémoire. Alors, l'idée de cette application Stop Covid serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif afin de se faire tester soi-même. Alors, pourquoi s'en méfier ? Je dirais que, d'abord, une approche que je qualifierais de littéraire. J'ai été enseignant de français. J'ai eu l'occasion de lire et de faire étudier 1984 de George Orwell, et quand on me parle de ce type de choses, me revient ce roman, très belle littérature, mais que je voudrais surtout pas voir mettre en œuvre dans notre société. Ça a plutôt tendance, je dirais, à me faire redresser les poils, ce type d'approche. C'est déjà une première chose. La deuxième chose, je vais faire un peu de géographie, parce que j'ai aussi enseigné la géographie. Ça me fait penser à ce que j'appellerais le jardin d'acclimatation. Vous savez, les jardins d'acclimatation, c'était fait pour mettre des espèces animales, des espèces végétales, pour qu'elles puissent s'acclimater
à notre climat et qu'on puisse éventuellement utiliser des animaux venant des tropiques, par exemple, dans d'autres pays, par exemple pour l'agriculture. Donc on essaie d'acclimater. C'est-à-dire qu'on veut rendre acceptable des atteintes aux libertés qui, au début, vont se faire sur la base du volontariat, et on crée ainsi une ambiance, je dirais, qui est une ambiance rendant accessible ce qui peut nous hérisser les poils au début. Et enfin, il y a autre chose. On dit volontariat. Mais vous savez, c'est comme la liberté de pouvoir chaque été prendre l'avion pour aller en vacances de l'autre côté du monde quand on a un SMIC avec 3 enfants à la maison. Ce volontariat-là, je dirais que c'est un volontariat avec le pistolet sur la tempe. Parce que ça va se placer dans un contexte qui est un contexte social avec une pression qui serait une pression sur les individus, avec, je dirais, même une forme de stigmatisation pour ceux qui n'accepteraient pas, et on verra d'ailleurs les limites de tout ça, qui n'accepteraient pas d'être volontaires. Et pourquoi pas ensuite, à partir du fait de participer ou de ne pas participer, qu'il y ait des contraintes qui puissent être mises, pourquoi pas par un employeur, vis-à-vis d'un salarié, qui n'aurait pas été volontaire pour utiliser ce système numérique. Ou alors pourquoi pas, pour l'entrée dans un espace public, on ne pourrait pas en venir à exiger que ceux qui rentrent puissent être des volontaires pour adapter cette innovation technologique. Donc la notion de volontariat est une notion que je prends véritablement avec des pincettes, et encore une fois, je ne souhaite pas qu'on commence à nous acclimatiser comme des animaux sauvages et qu'on rende acceptable ce qui, à mon avis, ne l'est pas, et qu'on n'aille pas vers ce monde qui a été décrit par George Orwell. Alors, d'une manière plus générale, est-ce que vous pensez que les dispositifs numériques peuvent jouer un rôle tout de même dans la lutte contre la pandémie et la stratégie de déconfinement qui va très certainement avoir lieu à partir du 11 mai ? Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de répondre à ce type de questions, parce que je ne voudrais pas apparaître comme celui qui est un nostalgique du Moyen-Âge, par exemple. Il est bien évident que les nouvelles technologies ne sont pas nos ennemis. Mais la question, c'est de savoir quel usage on a fait. Est-ce que cet usage, un jour, peut ouvrir la boîte de Pandore pour porter atteinte à nos libertés, et surtout, à quoi ça sert? Or là, on nous présente, en fait, pour sortir du confinement, ce que j'appelle une forme de solution individuelle, où on fait porter la responsabilité sur l'individu, et il y a une forme, je dirais, de dérive. À partir de là, on occulte les vraies conditions qui devraient accompagner le déconfinement, et on cache les dysfonctionnements qu'ont été les dysfonctionnements de l'État dans le traitement de la crise, et surtout, on met en second rang ce qui est indispensable. Ce qui est indispensable, bien évidemment, c'est les masques. Or, aujourd'hui, parce qu'on s'y est pris trop tard, parce qu'au début on nous disait que les masques servaient à rien, il y a une pénurie de masques, on ne nous dise pas le contraire, c'est en fait une espèce de désarroi, d'inquiétude généralisée, parce qu'il y a une pénurie de masques, on n'aura pas suffisamment de masques. Ensuite on nous dit, il faut des tests, mais en définitive il faudrait donc tester ceux qui seraient volontaires pour ce système de suivi numérique, pour ce traçage, ou alors les tests n'auraient pas lieu. Aujourd'hui, on nous dit, on n'a pas les moyens de faire des tests de dépistage. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, on doit être aujourd'hui, je crois, à je ne sais pas combien de dépistages par les tests pour voir si on a le virus ou pas. Je crois qu'on était à 20 000 par jour, quand on sait que c'était des centaines de milliers de tests et généralisés dans un pays comme l'Allemagne. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas anticipé et qu'on a sacrifié en définitive des pans de notre économie et on ne peut pas fournir les tests aujourd'hui. On nous dit tests sérologiques, c'est-à-dire qui consiste, contrairement au premier, qui consiste à savoir si on a le virus ou pas, les tests sérologiques consistent à dire est-ce qu'on a eu le virus ou est-ce qu'on ne l'a pas eu le virus. Donc, et encore aujourd'hui, on émet des doutes sur le fait qu'on puisse être immunisé ou pas. Donc, on n'a pas ces moyens-là en œuvre,
Donc on essaie de se retourner vers une technologie numérique pour pallier les insuffisances. Qui sont les insuffisances dans la gestion de la crise aujourd'hui? Et je dirais qu'il y a aussi un autre risque, c'est que ça dévalorise toutes les mesures barrières qu'il faut avoir pour se protéger, en pensant que la technologie numérique va nous protéger, alors que ce qui va nous protéger, ce sont les masques, c'est les tests qu'il faut qu'on ait, et il faut aussi qu'on continue à avoir les mesures barrières, les protections dans notre quotidien. Donc je ne crois pas en cette technologie qui, pour moi, est un dérivatif en définitive. Alors il y a une question aussi sensible, c'est la sécurisation des données, puisque effectivement, à partir du moment où une application telle que celle-ci pourrait être mise en route, en circulation, comment garantir une sécurisation des données qui pourrait toucher effectivement les libertés individuelles? Alors là, cette histoire de sécurisation, personnellement, je n'y crois pas. Le gouvernement peut être de bonne foi. C'est une technologie qui peut permettre, soi-disant, de sécuriser, où les données vont disparaître au bout de 14 jours, je crois. On sait bien que dans ce domaine-là, il n'y a pas de sécurisation. Et qu'on ne sait pas, en définitive, l'usage que certains peuvent faire de ces données. Quand vous pensez qu'une personne, un consommateur, qui rentre dans un grand magasin, qui a actionné le Bluetooth, vous avez certains magasins qui font le suivi du client dans les rayons pour analyser les déplacements et pour pouvoir décortiquer comment ils peuvent faire évoluer les moyens de vente et comment ils peuvent créer une envie chez le consommateur. Et pourtant, on est censé être protégé. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle les personnes qui disposent d'un smartphone, d'ailleurs, je dis au passage Oui. qu'il y a à peu près 25%, je crois, des Français qui n'ont pas, j'ai regardé le chiffre, qui ne possèdent pas de smartphone. Et dans les personnes de plus de 70 ans, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus fragiles et qui risquent d'être plus facilement contaminées que d'autres, ou du moins avec des complications beaucoup plus fortes, eh bien, il y a seulement 56% des personnes de plus de 70 ans qui ont un smartphone, et en plus, beaucoup de personnes qui ont le smartphone n'actionnent pas le Bluetooth parce qu'ils veulent se protéger par rapport à leur déplacement ou parce qu'ils estiment que ça tire trop sur la batterie. Et beaucoup de personnes qui ont le smartphone, d'ailleurs, n'utilisent pas le premier, moi je suis le premier, à ne pas utiliser la totalité des applications que l'on peut avoir. Donc je suis très dubitatif par rapport à ça, parce que le fait, certes, il y aura le volontariat, mais le fait même que beaucoup de personnes n'actionneront pas leur smartphone avec cette application rendra d'ailleurs totalement inefficace cette façon de lutter contre la pandémie. D'ailleurs, on l'a vu dans un pays comme, je crois que c'est en Indonésie, où ils avaient voulu utiliser cette méthode-là. En définitive, ils sont revenus au confinement parce que ça ne marchait pas. Ouais. Tout en sachant qu'il peut y avoir aussi également un risque de créer de faux malades en véhiculant de fausses informations. Alors là, je vous dirais que je vais peut-être vous faire sourire. D'abord, c'est vrai que ça peut créer des faux malades. Vous avez des appartements, vous avez un mur qui sépare deux appartements, il y a ce mur, au niveau technique, le smartphone pourra déclencher une proximité qui ne sera pas réelle. Quand vous avez par exemple une caissière qui est protégée par un plexiglas, eh ben, le smartphone va déclencher une proximité qui ne serait pas la réalité. Donc c'est vrai que ça peut effectivement faire apparaître de faux malades parce qu'il y aura une fausse proximité ou alors un tel mélange dans les personnes que ça sera absolument ingérable. Mais je vous dirais que ça va aussi peut-être supprimer des vrais malades. C'est-à-dire que je suis persuadé que certaines personnes qui ont des symptômes cacheront leurs symptômes, ne les déclareront pas, leurs symptômes, par peur d'être fliqués et par peur que le fait d'être contaminé puisse leur apporter des ennuis après. Donc, vous voyez, d'une part, on va avoir, je pense, des faux malades,
parce que c'est pas très fiable. Et secondo, des personnes qui sont réellement malades vont se cacher et surtout n'utiliseront pas ce système-là et pourront, y compris peut-être, baisser la garde par rapport aux mesures de protection. Merci André Chassaigne, merci de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, bon courage pour la reprise parlementaire le 28 avril. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Merci, au revoir.